Allez, c'est Hut. Bonsoir et bienvenue dans les experts de l'intitulation nominative expérientielle, édition NFL Week 13. Les experts de l'intitulation nominative excrémentielle, édition NFL, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve dans les experts de l'intitulation nominative excrémentielle, édition NFL, chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets les plus brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs de toute la planète, c'est bien entendu sur prononfl.com où tu peux jouer avec nous et une autre bande de cassos. Puisque tu es là, tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu nous laisses un petit coucou, un commentaire, une insulte, une photo de tes genoux. C'est pas très important, mais il faut que tu fasses quelque chose. Voilà. Et n'oublie pas d'envoyer le lien de la vidéo à ta grand-mère. Sans plus attendre, voici nos experts. Il en a marre qu'on le répète, puisque j'ai jeté des oreilles sur les podcasts et il ne peut plus se détacher de l'Amérique et le sport. Il n'a plus le droit maintenant. Dès qu'on le présente, c'est forcément l'auteur de l'Amérique et le sport. C'est terrible. Voilà. Donc, je vais le présenter autrement. Il n'a écrit aucun album du petit Spirou, c'est Olivier Rival. Salut. Je déteste le petit Spirou, c'est naze. Ça commence bien. Et notre expert international, j'ai nommé Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rico, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Tu veux qu'on fasse formel et qu'on t'appelle Rémi Lecomte comme sur d'autres podcasts ou Non, ça va. Tu peux m'appeler Monsieur Lecomte si tu veux. Mais... Ah, attention. Le comte de Rémi. Ok, ce soir, 49ers contre les Eagles, Broncos contre les Texans, les Falcons contre les Jets, avec ou sans Aaron Rodgers, les Chiefs contre les Packers. On va parler des coachs, mais tout de suite, le sujet qui nous intéresse, c'est l'arbitrage, puisqu'il n'a pas fallu plus de 42 minutes rentrer dans la week 12 pour que les commentaires énervés d'Olivier fusent sur tous les réseaux sociaux. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire d'arbitrage, Olivier? Tu as de quoi dire là-dessus? Alors, déjà, on a le droit cette année à une ligue où ça joue mal, quoi, globalement. On n'est pas franchement emballé par le jeu proposé par nombre d'équipes. En plus, on a l'impression que les joueurs, ils sont aussi motivés que si ils allaient à l'abattoir. Tu regardes un match d'universitaire, les mecs, ils courent, ils se défoncent, etc. Tu regardes un match de pro, t'as l'impression que les types ils trottinent, mais alors en plus maintenant depuis quelques saisons, mais cette année c'est quand même particulièrement poussé. On a l'impression que c'est de l'arbitrage FFFA, et encore je connais des arbitres FFFA qui sont plutôt compétents et qui connaissent un peu les J'allais dire, règles. va pas nous fâcher, hein. Non, mais je les connais bien, c'est mes potes, parce que souvent en bord de touche on discute, mais le niveau de l'arbitrage est assez effrayant. Alors pour tout te dire, moi j'ai regardé mes chers Bills là, contre les Eagles dimanche. À la mi-temps on menait 17-7, donc tout allait bien, mais les arbitres m'avaient tellement mis la rage que je suis allé me coucher, parce qu'il y a des moments c'est n'importe quoi. Ça gâche le plaisir de regarder du foot américain. Je veux dire, à un moment, il faut un peu de cohérence. Tout ce qui tourne autour du QB, notamment, ça devient n'importe quoi. Tu peux aussi bien te prendre un roughing de passeur parce que tu as effleuré un QB un tiers de seconde après qu'il ait fait la passe, ou alors tu peux lui démonter sa race et c'est lui qui va se prendre un intentional grounding. Il n'y a aucune cohérence dans ce qui se fait. Sur les passes interférences, c'est à peu près la même chose. Selon les arbitres, ça peut être la porte ouverte à n'importe quoi du côté des défenseurs, ou alors la moindre caresse d'un défenseur sur le receveur et ses 12 flags qui s'envolent. Voilà, le gros problème, c'est surtout ça, c'est ce problème de cohérence qu'il y a à l'intérieur d'un match à l'autre, sur des phases qui sont pourtant très très importantes dans le football américain. Donc ça commence sérieusement à m'agacer parce que ça me gâche le plaisir de regarder certains matchs. Alors aujourd'hui, on sait que les équipes, pour se préparer les matchs, regardent toutes les vidéos des équipes adverses pour se préparer un match. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir commencer à regarder les vidéos sur les arbitrages des équipes pour pouvoir anticiper
les tendances. Celui-là, Je pense que ça se fait déjà. il laisse plus faire les holdings, donc on va faire les holdings plus à gauche. Les pass rush, on met sur la droite parce que lui, il laisse passer des sacs. Je pense que C'est ça c'est l'avenir. déjà le cas. Hein. Je pense que c'est déjà le cas. Je suis persuadé que les tendances de certains arbitres sont analysées par les équipes et les joueurs doivent s'adapter en fonction du type d'arbitrage. Le problème, il est quand l'arbitre... Parce qu'on a vu des arbitres mauvais dans les deux sens. Dans le match Bills-Eagles, j'ai vraiment été très dérangé par le fait que ce soit vraiment un arbitrage à sens unique. Souvent, c'est des home referees, comme on les appelle. Et c'est assez pénible à regarder. On sait que tous les calls iront dans le même sens. C'est assez chiant. Il n'y a aucune pertinence dans les appels. Et donc, j'ai tendance à effectivement rejoindre Olivier sur le fait que cette année particulièrement, je trouve que c'est pénible. Après, est-ce qu'on se concentre plus là-dessus parce qu'effectivement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau du jeu. C'est possible aussi. On ne nous propose pas la saison la plus spectaculaire de NFL. N'en déplaise à certains. Et donc voilà, ouais, je suis pas convaincu par les performances des arbitres. J'ai toujours cette impression que ce qui manque aussi, c'est un manque de réaction de la part des équipes peut-être qui sont, enfin, ou même des fans, hein, parce que pourquoi pas, mais des équipes qui sont favorisées. Il n'y a pas de mal à reconnaître que son équipe a été aidée par l'arbitrage, mais c'est quelque chose qu'on lit très très rarement, voire trop rarement. Alors, donc oui, il paraît d'ailleurs que pour l'année prochaine, l'émission Arnox sera dédiée à l'ensemble de la NFL. Voilà. Bon. Non. Et est-ce qu'on a observé une évolution de l'arbitrage depuis qu'il y a une équipe basée à Las Vegas? Alors écoute, tu vas nous faire un petit peu du complotisme là, mon cher ami Rico. Je n'ai fait que poser une question. Écoute, on sait très bien que le caractère exponentiel des paris sportifs, notamment liés à l'NFL, font que certains commencent à voir des complots un peu partout. C'est malheureusement... Voilà, il y a évidemment pas de preuves, on n'en sait rien. Ce qui est sans doute dommage, c'est qu'aujourd'hui, le business du pari sportif, notamment du côté de la NFL, commence à peser énormément, et donc forcément, ça ouvre la porte à des théories. Un petit peu probablement absurdes, mais forcément, on y pense à certains moments, évidemment. Voilà. Alors que nous rejoint notre star nationale d'M6, Greg. Tout à fait, on parlait d'absurde, me voici. Voilà. Alors, il est un peu dans le noir, Greg, mais ça va, quoi. Alors, juste ce qu'il faut, hein, j'ai mon cours de spiritisme juste après, donc ne vaudrait pas. Je vais T'es enfermé dans un placard ou quoi Ne grille pas tes bougies. C'est ça, tout à fait, ouais. Et je me tire sur les tétons devant mon petit fanion des Falcons, ouais, tout à fait. On était en train de parler de l'arbitrage de cette saison NFL. Oui. Gratte la tête, tu as peut-être une pensée sur le sujet? Ah, ça m'étonne que ce soit Olivier qui en parle, du coup, le formidable Eagles Bills de la semaine dernière. Non, bah écoute, ouais, vas-y, tu disais Olivier, parce que du coup j'ai pris en route. C'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase, mais non, ce qu'on disait précédemment, ce qui était surtout le plus énervant, c'était cette espèce d'absence de cohérence qu'il y a d'un match à l'autre sur les mêmes actions, qui fait que ça devient quelquefois un peu pénible, ouais. Je peux pas être en désaccord avec ça. C'est sûr qu'il y a un manque de cohérence certain en fonction du match, du contexte, etc. Maintenant, hop, le micro se barre, du coup, on veut me faire taire. Roger, ça ne se passera pas comme ça. Non, malheureusement, enfin, j'ai presque envie de dire de manière cynique, quand on a connu l'affaire des arbitres remplaçants, on peut que se dire aujourd'hui, malheureusement, voilà, c'est pas bon, on pourrait avoir beaucoup mieux, mais ouais. Tu veux dire qu'une année c'est arbitre remplaçant, une année c'est QB remplaçant, c'est ça? On peut pas tout avoir d'un coup? Ouais, je sais pas. Après, ils sont semi-pro dans les arbitres, ou je me trompe? Je sais plus. Hein. En tout cas, il y a une moitié qui ressort plus cette année, je trouve. Ouais. C'est sûr qu'ils sont qu'à moitié. Ouais, c'est ça. Il y a une partie des arbitres, c'est practice squad, c'est ça. Ça va être un truc dans le genre. Parce qu'ils ils ont leur propre ressort à eux aussi.
Mais non, plus sérieusement, oui. Non, encore une fois, je rejoins ce qu'a dit. Je rejoins globalement ce que dit Olivier. Malheureusement, est-ce qu'il y a vraiment une solution à ça, vu que de toute façon la NFL prendra toujours leur défense et que malheureusement ça fait aussi partie de cette ligue où on donne des prérogatives en pré-saison en disant qu'il faut être il faut faire preuve il faut protéger les quarterbacks vraiment à outrance avec toutes ces règles, les slides des quarterbacks qui pour moi est une aberration parce que voilà, à partir du moment où tu te déclares coureur, que tu sois de fait quarterback, ça change pas la donne et c'est pas parce que ton genou était sur le point de toucher le sol qu'il a touché le sol. Mais bon, ça, voilà. Après, il y en a en effet qui sont plus sur la lettre que sur l'esprit et ça, c'est le grand problème éternel. Ça existe en foot, en soccer, dans plein d'autres disciplines. Donc voilà, c'est peut-être en effet là-dessus où je pense que ce serait bien qu'ils refassent une petite réunion pour qu'au moins tout le monde soit un peu à l'unisson là-dessus et qu'il y ait moins de frustration chez les fans. Alors en soccer, ils peuvent pas être à la lettre, ils savent pas écrire déjà. Allez, ça c'est fait, petit plaisir. Premier match de la soirée, messieurs, les 49ers contre les Eagles. Rémi, tes sourcils t'ouvrent la voie, vas-y. Écoute, le plus beau match de la semaine en perspective. J'ai tendance à croire que les 49ers peuvent venir déranger ces Eagles et surtout j'ai le sentiment qu'ils ont moins l'occasion de perdre, on va dire, que les Eagles qui ont maintenant un petit matelas et donc ça va peut-être jouer aussi en la faveur de San Francisco. On a une attaque qui tourne depuis quelques semaines et en face on a une équipe qui peut-être ne profitera pas de l'arbitrage cette semaine et qui pour moi ne tourne pas si bien. Après oui, ils ont un bilan magnifique, ils ont réussi à battre des grosses écuries sans convaincre. Est-ce que ça va être encore le cas cette semaine? Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ce serait moins dramatique pour les Eagles de le perdre. Malgré tout, Jalen Hurts fait une super saison. Je pense que le titre de MVP a tendance à lui tendre les bras et de l'autre côté on a des 49ers qui ont connu un creux de quelques semaines, mais qui en sont sortis, de matchs plus abordables, certes. Donc pour moi, ce sera le vrai gros test. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. J'ai l'impression qu'ils ont de quoi exposer cette défense des Eagles, qui ne m'a pas encore réellement convaincu. Génial. Greg ? Je rejoins globalement ce qui a été dit par Rémi. Moi, c'est vrai qu'il y a un élément assez important que j'attends de surveiller parce qu'en effet, c'est vrai que les Niners ont tapé un peu du poing sur la table ces dernières semaines, notamment défensivement. Et c'est vrai qu'au moment de croiser un Jalen Hurts un petit peu blessé, un backfield offensif qui peut, pourquoi pas, être un peu plus contenu qu'à l'accoutumée, il y a quand même des armes sur lesquelles j'ai du mal à voir les Niners freiner efficacement Philadelphie. Le pass rush est important du côté de San Francisco. À mon sens, il est tout autant du côté de Philadelphie. Et on a vu que quand Brock Purdy était sous pression dans les moments de creux des Niners cette saison, il avait sans doute pas à disposition un répertoire aussi étendu que peut l'avoir Jalen Hurts, même si très clairement il ne mérite pas. Et j'ai un petit peu peur pour les Niners que même si ça les empêchera pas de marquer des points, ça peut éventuellement freiner, casser un minimum le rythme pour permettre à Philadelphie d'avoir les devants. L'autre élément important pour moi, et bon après c'est un élément qu'on met souvent en avant, et même si jusque-là on arrive à se débrouiller en fonction des coordinateurs défensifs, c'est aussi le poste de cornerback chez les Niners qui, pour s'occuper d'A.J. Brown, qui est malgré tout, alors je parle principalement de lui, même si on a vu que sur d'autres rencontres, Devonta Smith pouvait lui aussi sortir du chapeau, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a encore et toujours ce backfield défensif où on se dit, si le pass rush est relativement maîtrisé, ce qui n'est pas chose aisée, est-ce que derrière il y aura vraiment le cornerback capable de stopper A.J. Brown sur un match et de le limiter à moins de 100 yards? C'est pas ma certitude première à l'heure actuelle, et c'est pour ça que face à une équipe des Eagles qui certes en effet n'est pas toujours la plus glamour cette saison, mais qui a toujours trouvé un moyen de battre Dallas, de battre Buffalo, d'aller gagner à Kansas City, je me dis voilà, c'est peut-être pas non plus c'est un match où ils auront clairement du fil à retordre, bien entendu. On parle des deux plus gros favoris pour la finale de conférence NFC, mais je les vois quand même s'imposer à l'arrivée d'une courte tête. Olivier ? Alors écoute, je vais faire court. Il fut un temps, j'étais un fan des Eagles. J'adorais Randall Cunningham, j'adorais Donovan McNabb. Je peux plus les blairer. J'en ai ras-le-bol. Semaine après semaine, ils m'énervent.
Ils m'ont énervé contre Dallas, ils m'ont énervé contre Kansas City, ils m'ont énervé contre Buffalo. J'espère qu'ils vont se prendre une grosse branlée, voilà, c'est tout. Ah, ils t'énervent plus ou moins que les arbitres? Beaucoup plus en fait. Bon, parce que les arbitres au moins, j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais les Eagles, franchement, j'ai envie de leur mettre des beignes. Voilà. D'ailleurs, voilà. Olivier, San Francisco, Rémi. San Francisco. Yellow. Philadelphie. Génial, merci messieurs. Le deuxième match de la soirée, respire un peu Olivier. Le deuxième match de la soirée, les Broncos contre les Texans. Olivier, t'es chaud, vas-y, lâche-toi. Alors les Broncos contre les Texans, c'est quand même un match assez... J'ai jamais aimé. Au suivant, pardon. Non. C'est quand même un match un petit peu intriguant parce que comment dire, les Broncos sont tellement surprenants depuis quelques semaines. On se demande jusqu'où ils vont continuer à remonter dans les différents rankings NFL avec cette équipe qui était pourtant au 36e dessous en début de saison. Les Texans, qui étaient censés être une des pires équipes de la ligue en pré-saison, ont trouvé la pépite Stroud et sont maintenant en course pour une place en play-off. Place en play-off qui n'est même pas inatteignable pour ces mêmes Broncos qui, je vous rappelle, ont quand même pris un 72-0 il y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est quand même un match un petit peu intriguant parce qu'on ne pensait pas du tout que ce match allait avoir le moindre intérêt il y a ne serait-ce 2 mois. Et là, moi je trouve que c'est très difficile à pronostiquer parce que comment dire, c'est pas des équipes qui sont homogènes, c'est des équipes qui ont comment dire, enfin, j'ai du mal à m'exprimer, voilà. Voilà, c'est des équipes qui sont, on va dire, moyennes entre guillemets, mais qui peuvent sortir par moments des bouts de match absolument excellent. J'ai vu Stroud il y a 15 jours qui jouait comme un MVP. La défense des Broncos, par moment, on a l'impression qu'ils peuvent arrêter n'importe qui. Et puis au quarter suivant, tout part un petit peu en vrille. Donc je pense que c'est des équipes qui restent en construction, entre guillemets, qui seront sans doute meilleures l'année prochaine. Il y en a peut-être une des deux qui finira en play-off et qui sera un petit peu un sparring partner contre un favori au premier tour, on va dire. Et voilà. Alors sur ce match-là, je la donnerai. Alors je sais même pas pour qui j'ai voté au final d'ailleurs, mais ils ont l'air tellement nuls les deux. Je pense que t'as voté ni pour l'un ni pour l'autre. Sur la dynamique des Broncos, je donnerais plutôt mon avantage à Denver ces dernières semaines. Mais en tout cas, c'est un match qui va être intéressant. Peut-être pas pour cette saison, mais pour l'année prochaine, de voir un petit peu comment ces équipes se construisent. Voilà. Yellow, vas-y. Je suis tellement content que ce soit pas le mettre sur 6play parce qu'il m'aurait défoncé l'affiche. C'est vrai, il y a de la chiasse, mais il y a de la fulgurance quand même. C'est vraiment des équipes. Tout à fait. Voilà. La médiocrité n'exclut pas le panache. Voilà. C'est pas mal aussi ça. Ouais, ça fera un bon slogan, ouais. Je vais le garder. Mais en tout cas, on retiendra. J'ai hâte de voir le Houston-Denver de 2024 du coup. Pour cette saison, alors en effet, c'est sûr que cette équipe de Denver surprend parce qu'on les voyait vraiment au fond du trou. Il y a des choses très clairement qui tournent mieux. La défense, même si forcément ça pouvait difficilement plus mal tourner qu'en début de saison. Les pertes de balles de Russell Wilson, enfin le rendement plus global de Russell Wilson est quand même extrêmement intéressant cette saison. Donc c'est sûr que ça pousse à l'optimisme du côté de Denver, qui est désormais la deuxième force de l'AFC West. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient parié en début de saison. Et donc c'est vrai qu'à l'orée de ce match-là, ça rééquilibre un petit peu les forces. Maintenant, j'aurais tendance à dire que il y a quand même quelques circonstances un peu favorables à mon sens en faveur des Broncos. Il y a une victoire d'une courte tête face à des Vikings qui, on le sait quand même, sont un peu déplumés ces dernières semaines. Là, face à Cleveland, ils vont pas s'excuser non plus s'il y a beaucoup de blessés aussi, mais en tout cas,
voilà, ils ont aussi profité des circonstances. C'est des matchs qu'il faut gagner et ils les ont gagnés pour se remettre dedans et croire éventuellement à une course en playoff. Mais comme le disait Olivier, autant Houston, je vais le dire avec mes mots, hein, comme le disait autant Houston, je me dis que ça peut en effet être une équipe assez spectaculaire à voir en playoff. Autant Denver, je me dis oui, il y a la possibilité de se qualifier, mais on n'attendra pas forcément grand-chose à l'arrivée. Voilà, Houston nous éblouit pas encore, même s'il y a des bonnes choses dans cette saison, notamment de la part des rookies, nous éblouit pas forcément par leur constance. Après, le fait qu'ils aient perdu d'une courte tête face aux Jacks ce week-end, il n'y a absolument rien d'infamant. Donc c'est sûr qu'à la maison, où ils ont quand même globalement un bon rendement, hormis les matchs qu'ils jouent contre les adversaires de division, et je les vois quand même être capables de freiner suffisamment Russell Wilson et prendre la mesure de cette équipe de Denver pour repartir du bon pied avec un bilan de 7 victoires et 5 défaites. Merci Greg. Rémi? Ouais, que dire? Non, c'est un match super important dans la course au playoff. C'est vrai que c'est des équipes qu'on ne voit pas aller loin en playoff, mais j'ai tendance à croire que le vainqueur de ce match ira au playoff et le perdant pourra tout doucement dire adieu à ses espoirs, à mon avis. On a deux équipes qui effectivement alternent le bon et le moins bon. Denver, ça fait, je crois, 5 semaines que c'est invaincu, face à de belles écuries quand même, donc c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Je suis étonné par le réveil de Wilson qui au final fait une assez bonne saison. Je suis assez surpris en voyant ses stats. Et Stroud, c'est la belle surprise de cette année. Donc c'est clair qu'on aura au final une opposition un peu de style quand même, parce que j'ai l'impression que du côté de Houston, c'est clair que c'est place à la jeunesse et ça se passe plutôt pas mal. Je suis un peu déçu du jeu de course de Houston cette année. J'en attendais plus de Pierce notamment. En face, on a des Broncos qui se sont réglés défensivement. On n'en attendait pas moins d'une équipe coachée par Sean Payton. Le début de saison était vraiment très très mauvais. Alors oui, c'est vrai qu'on s'en sort face à des équipes un petit peu affaiblies, notamment ces dernières semaines. Et du côté de salut Olivier. Et du côté de Houston, on a réussi à inquiéter les Jags, ce qui est pas mal. On restait sur trois victoires consécutives. J'ai tendance à donner mon avantage dans ce genre de rencontre à l'équipe qui joue à domicile. Et donc pour moi, ce sera Houston qui l'emportera dans un match très important. C'est le match le plus important sur le restant de la saison pour ces équipes-là. Génial, merci beaucoup Rémi. Et Olivier fait son retour pour nous aider à répondre à la question. La valse des coachs, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Écoute, pourquoi pas maintenant? Après, Greg, en fait, c'est FMB qui choisit les sujets et il n'est pas là. C'est une question de FMB, donc on a reconnu le truc un peu bancal qui est propre à notre cher Robocastor. Il tire sur tout ce qui bouge aujourd'hui, Olivier. J'ai intérêt à baisser la tête de temps en temps. Pourquoi pas maintenant? Mais on parle du match de Falcons. Pour être sérieux, Rico. Pourquoi? Changer un coach, c'est rarement pour le plaisir, pour le coup, et pour le coup du côté des Panthers, puisque c'est probablement d'eux dont FMB voulait qu'on parle, ça a commencé à être un petit peu lourdingue pour notre ami Frank Reich qui a absolument pas réussi à faire progresser Bryce Young depuis le début de la saison. Et j'ai l'impression que le propriétaire des Panthers, qui est quand même pas non plus le mec le plus patient de la planète, s'est décidé à changer de la chose avant la fin de la saison pour peut-être faire en sorte que Bryce Young voit autre chose et commence à travailler avec un autre environnement. Et puis j'imagine qu'ils sont d'ores et déjà en train de recruter le prochain. Voilà, pour ceux qui ont remarqué, depuis la rentrée, sur certaines de nos séquences, on a un power ranking qui tourne. Et depuis quelques semaines, il y a des questions, alors en anglais, parce qu'on les a volées, c'est d'autres gens qui les écrivent. Et pour les Panthers, la question est, est-ce qu'ils ne seraient pas un peu plus haut dans les rankings s'ils avaient viré le propriétaire plutôt que le coach? Oui, très probablement. Voilà. Les coachs, Rémi, un mot à dire là-dessus?
Bah non, je pense que de toute façon, effectivement, on s'attendait à ce que ça aille très vite du côté des Panthers. On a un proprio qui n'est pas, comme l'a dit Olivier, le plus patient. Après, soulignons quand même que la NFL est tellement impressionnante cette année qu'avec ce bilan de 1-10, ils sont toujours dans la course au playoff. Donc attention, méfiance, attention, méfiez-vous de Lockheeder. On a quand même une équipe qui peut surprendre. Hein. C'est vrai que on parlera des Falcons après. C'est vrai qu'ils sont dans une division qui n'est peut-être pas la plus relevée. Mais voilà, pourquoi virer maintenant ? Bonne question. Son remplaçant, ce sera de l'intérim de toute façon. On imagine peut-être un Johnson du côté de Détroit qui pourrait venir prendre ce poste-là, bien que je ne sais pas qui voudra réellement aller prendre ce poste. C'est pas réellement l'endroit le plus sexy. On a perdu un premier tour de draft. On a une équipe qui tourne pas. On a une défense amorphe, une ligne offensive inexistante, un jeune QB qui n'a pas encore su faire ses preuves. Donc bonne chance au suivant. Et j'ai l'impression que le siège éjectable est déjà bien prêt pour lui. Ah, pour le successeur déjà. Ouais, exactement. Je pense que ça va. Ah, on n'est pas loin du niveau de Houston et de Denver, alors c'est bien. Vas-y, Yellow. Non, pourquoi changer de coach maintenant ? Je pense que si ces décisions sont prises, puisque du coup c'est le deuxième coach quand même qui est viré cette année après les Raiders qui s'étaient séparés il y a quelques semaines maintenant de Josh McDaniels. Je pense que c'est avant tout une question d'ambiance dans le vestiaire, de manière dont les cadres réagissent. Je pense que quand on a vraiment un sentiment de rupture au sein de ce vestiaire, je pense qu'il est important de changer. Et que certes, du côté des Raiders, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de joueurs caractériels. À mon sens, il y en a un petit peu moins du côté de Carolina, mais que tout se fait un petit peu sous le prisme de Bryce Young. Et si on sent un Bryce Young qui est malheureux, on est un peu malheureux pour lui. Donc du coup, on change en effet son coach. On change son head coach et éventuellement d'autres personnes autour qui manifestement ne font pas l'affaire, parce que on parle de Frank Reich, mais c'est vrai qu'il y a aussi Deuce Staley qui était le coach des running back de mémoire, mais qui était aussi assistant head coach, me semble-t-il, parce qu'il avait déjà eu ses fonctions dans d'autres équipes, et Josh McCown également qui épaulait sur le coaching de quarterback. Donc c'est vrai que c'est pas totalement un hasard si ces personnes s'en vont, c'est que manifestement il y a sans doute pas une communication qui est au beau fixe, que ce soit pendant la semaine et les meetings ou sur le bord de touche quand des décisions doivent être prises. Donc voilà, c'est aussi à mon sens ce qui peut expliquer ces décisions-là, surtout que alors je sais pas si c'est moins prégnant chez les coachs défensifs, mais on a affaire à deux coachs à mentalité offensive qui sont débarqués avant la fin de la saison. C'est aussi pour espérer, dans cette saison, on voit beaucoup d'attaques quelque peu balbutiantes. C'est aussi, je pense, pour voir concrètement le rendement qu'on peut obtenir offensivement des équipes en question. Donc voilà. À Carolina a 1 mois pour voir concrètement ce qu'ils peuvent obtenir avec un autre coach que Frank Reich aux commandes. Bon courage. Merci. Il ne s'est déplacé que pour ça, on le sait. C'est pour nous parler de ce Falcon Jets. Greg, ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas entendu parler des Falcons. Oui, il y a plein de choses à dire en plus. Hein. On se régale. Leader de division aux dernières nouvelles. Hein. On rigole pas quand même. Il y a 2 semaines, on devait virer notre coach et maintenant on fait pump it up, on va aller en playoff. C'est formidable. Venez en NFC Sud. Alors pour le coup, de toute façon, moi je vais pas être très original sur ce match-là parce que je vais le dire très clairement, j'ai voté pour les Jets, mais pour une superstition classique de ma part, parce que je n'aime pas et voir mon équipe perdre et perdre des points au prono. donc voilà, je minimise les risques en courageux que je suis. Non, pour le coup, la dynamique est pas forcément en faveur des Jets, c'est au moins qu'on puisse dire, vu ce qu'on voit des dernières sorties des New-Yorkais. Alors certes, il y a le spectre d'Aaron qui désormais rôde autour de l'état de la grosse pomme, mais bon, a priori, il ne devrait pas jouer cette rencontre-là. Il y a de fortes chances qu'on ait encore Tim Boyle aux commandes. Il ne me semble pas qu'on ait reconfirmé Zach Wilson. Après, ce qui m'inquiète un petit peu pour Atlanta, en l'occurrence, c'est que même si on a réussi à retrouver une identité de jeu qui était celle de la franchise de la saison dernière face à New Orleans, à savoir du bon jeu de bourrin et du bon jeu au sol, on voit quand même que Desmond Ridder a cette
fâcheuse tendance encore à concéder des interceptions. C'était déjà prégnant sur certaines rencontres. J'ai notamment le souvenir du match contre Washington. Le match de ce week-end, forcément, a failli coûter un petit peu cher, même si à l'arrivée, tu t'imposes quand même avec un certain matelas, mais t'es pas passé bien loin de la correctionnelle, notamment sur le pick six de Jesse Bates. Donc, je me dis, face à une équipe des Jets, une défense des Jets qui reste opportuniste, il n'y a que vraiment à Buffalo qu'ils ont pris l'eau. Et il faut quand même rappeler que c'est aussi principalement grâce à la défense que c'est la seule équipe qui a tapé les Philadelphia Eagles cette saison. Donc, s'il y a bien une équipe qui est capable de poser des problèmes à Desmond Ridder, quelles que soient les choses qui ont été travaillées pendant la semaine de repos par Atlanta et qui ont porté leurs fruits contre New Orleans, je pense que ce sont les Jets. Donc voilà, j'y vais avec New York sur ce pronostic-là. Après, bon, surtout que autant Atlanta à 5-6, avec le niveau de la division, on peut se dire, bon, si on perd, on n'est pas complètement largué. Je pense que si les Jets perdent ce match, avec beaucoup de matchs à l'extérieur à venir, là, on pourra vraiment dire à Aaron Rodgers ou pas Aaron Rodgers que la saison 2023 est derrière eux. Merci beaucoup. Rémi ? Oui, match crucial dans cette course à la NFC Sud. C'est vrai qu'on a deux équipes qui sont pas super convaincantes offensivement. J'ai l'impression que les Jets sont en train de s'enliser un peu plus chaque semaine. Là où la défense tenait largement la route, c'est moins le cas les dernières semaines aussi. Je trouvais que c'était une défense vachement impressionnante qui parvenait à compenser les grosses lacunes offensives et l'absence de Rodgers naturellement. Et c'est moins le cas ces dernières semaines. Du côté des Falcons, ils m'ont quand même étonné face aux Saints. Je dois bien reconnaître que je ne les voyais pas sortir un si bon match. C'est vrai qu'on se fait peur, c'est vrai qu'on n'a pas réellement un quarterback sur lequel on peut compter, mais on a un jeu de course très solide. Qu'est-ce que ça va donner face à cette défense ? C'est une bonne question. J'ai pas l'impression que c'est un match où on va s'envoler dans les scores, c'est une évidence. Mais j'ai quand même l'impression que du côté des Falcons, la motivation d'un éventuel titre de champion de division est là. Là où du côté des Jets, ça devient très très compliqué. Je pense que la saison est finie. Et donc voilà. Côté motivation, j'ai envie de donner mon petit avantage aux Falcons. Olivier ? Écoute, moi j'ai joué les Jets parce que, comme l'a dit Greg, j'ai quand même un petit peu plus confiance dans leur défense, qui reste quand même assez solide malgré tout. J'ai un petit peu du mal à vous dire quelque chose sur les Falcons parce que pour être franc, je les ai pas vus jouer cette année. J'ai pas eu l'occasion de voir cette magnifique machine noire. Ouais, non, mais il passe trop de temps à regarder les arbitres, il peut pas regarder les équipes non plus. Après, je suis intrigué pour le coup. C'est peut-être un match. Alors, je sais pas quelle heure il est. C'est peut-être un match sur lequel j'irai jeter un coup d'œil. C'est à 19h, monsieur Rival. Et ben voilà. Peut-être que j'irai faire un petit tour sur ce match-là. Double écran avec 6 play quand même, j'espère. Hein. Oui, bien sûr. Il paraît qu'il y a. Oui, et en plus, c'est un match qui va être sympa, je pense. Il y a le rival de division qui joue en même temps. Ouais. Le Saints Lions, ça devrait être pas mal. Mais écoute, non, mais je suis intrigué par cette équipe parce que, comme tu l'as dit, sur le papier, on a l'impression qu'ils y arrivent un petit peu à mode bourrin avec leurs deux running backs, avec quelques passes pour Pitts, qui est un joueur que j'aimais beaucoup quand il était en universitaire et que j'espérais voir plus briller que ça en NFL. Donc j'irai peut-être voir un petit peu ce que ça donne. Évidemment, Ryder reste un quarterback moyen, donc faut pas s'attendre non plus à une avalanche de points. Je joue les Jets parce que je connais leur défense et que je me dis que contre l'attaque des Falcons, ça devrait quand même limiter la casse. Voilà. Génial. Merci beaucoup, messieurs. Le dernier match pour ce soir, Olivier, Chiefs, Packers. Oui, alors Chiefs Packers, c'est plutôt intéressant parce que on a l'impression que les Packers sont en train de devenir un petit peu la nouvelle équipe en forme de la NFC, où il y a quand même beaucoup d'équipes qui tournent autour du point des 50 et où il y a une grosse homogénéité entre guillemets dans la médiocrité et du côté des Packers, j'ai été surpris parce que ils ont montré lors du match de Thanksgiving contre Détroit. Alors évidemment, Détroit est un petit peu toujours, comme on dit, maudit au moment de la dinde, mais malgré tout, ils sont allés le gagner ce match-là. Il y a Love qui commence à, je trouve,
bien tourné. Enfin, ça commence à ressembler à quelque chose, cette attaque des Packers. Ils se sont pas fait déstabiliser par cette équipe des Lions qui pourtant joue bien cette année, qui joue physique, qui joue, qui exécute bien, etc. Ils m'ont vraiment surpris. Je pensais pas que les Packers arriveraient à sortir un match comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas jouer la surprise contre une équipe des Chiefs qui quelquefois a des trous d'air, qui est pas aussi impressionnante qu'elle l'était, je trouve, ces 2 ou 3 dernières saisons, qui en garde aussi peut-être un peu sous la pédale. Hein. Il y a un énorme potentiel dans cette équipe-là, mais justement. Sur un match comme ça qui a priori devrait être sans trop de soucis pour eux, une équipe des Packers qui a rien à perdre, qui peut encore même envisager pourquoi pas les playoffs dans une NFC super serrée, voilà, je joue la surprise des Packers. Rémi ? Oui, moi personnellement, je pense quand même que les Chiefs ont les armes pour gérer cette rencontre. C'est vrai que ça reste un déplacement qui peut être délicat, surtout qu'on sait que la météo peut être capricieuse du côté de Green Bay. Mais malgré tout, j'ai l'impression que Green Bay, qui certes trouve ses marques, a réussi quelques belles performances ces dernières semaines, y compris défensivement, où j'ai quand même été étonné, notamment face aux Rams, je pense, il y a 2-3 semaines. Et voilà, donc match, je pense, à mon avis, assez simple, entre guillemets, pour les Chiefs, s'ils arrivent à prendre les devants rapidement. J'ai l'impression que Love trouve ses marques, il commence pour moi, à montrer son potentiel, mais c'est toujours un peu court pour lutter contre un Mahomes qui reste malgré tout redoutable. On a quand même une défense aussi des Chiefs qui peut provoquer pas mal d'erreurs, et on sait que la jeunesse de Love peut lui poser problème. Donc j'ai tendance à croire que tous ces éléments font que c'est un match qui devrait se passer sans trop de problèmes du côté de Kansas City. Je suis quand même curieux de voir ce que ça peut donner. Mais voilà, avantage Kansas City. On a une équipe qui pour moi est forcément plus complète. C'est vrai qu'elle n'a pas encore convaincu. On a une attaque qui tourne par moment. On a un Mahomes qui au final n'est pas aussi performant qu'il l'a été les dernières saisons. Et on a une défense qui parfois passe un peu en travers, mais qui malgré tout pour moi sauve un peu l'équipe cette saison, notamment au niveau de la ligne défensive où il y a une belle pression sur les quarterbacks adverses. Donc tous ces éléments-là me font dire que c'est un match largement à la portée de Kansas City. Greg ? Oui, je rejoins globalement ce qui a été dit par Rémi. J'ai beaucoup hésité sur ce match-là parce qu'en effet, Green Bay, qui aura en plus 3 jours de récupération supplémentaire, ce qui en soi n'est pas négligeable du tout quand tu es sur le point de recevoir Kansas City, surtout qu'ils jouent le lundi alors qu'ils ont joué le jeudi de la semaine d'avant, donc en termes de récupération, je pense qu'on sera pas mal. Il me semble en plus que le premier match en tant que titulaire en carrière pour Jordan Love, c'était contre Kansas City il y a quelques saisons et que Green Bay avait gagné. Faut-il y voir un signe? Je ne sais pas. Ça en ferait ce que vous voudrez. Mais pour rejoindre un petit peu ce que disait Rémi et ce qui m'a conforté un petit peu sur le fait de jouer les Chiefs sur ce match-là, c'est qu'on va arriver au mois de décembre et généralement les Chiefs au mois de décembre, c'est pas bon de les jouer. Donc en effet, depuis le début de la saison, ils sont pas rassurants du tout. Enfin, en tout cas, il y a vraiment des matchs où on s'attend à les voir un peu plus spectaculaires, mais on commence à savoir désormais sous la coupe d'Andy Reid et de Patrick Mahomes que c'est une équipe qui joue placée. C'est avant tout une équipe qui joue pour pas perdre trop de monde et pour assurer le premier spot de la conférence américaine. Donc ce sera pas toujours séduisant en fonction des semaines, mais je pense que bon an mal an, ils vont y parvenir et que c'est en play-off. C'est à la fin du bal qu'on comptera les bouses. Non, c'est pas ça. Bon bref, mais en tout cas, c'est ce qui m'incite à me dire qu'à l'instar de ce qu'on a vu le week-end dernier, je vois bien une équipe des Chiefs capable de s'ajuster, ce que les 3 par exemple n'a pas pu faire. Et même si tout ne tourne pas en faveur de Kansas City en début de match face à ces Packers-là, je pense qu'ils ont quand même largement de quoi faire. En effet, ils ont quand même du répondant offensivement et défensivement, surtout qu'en attaque, il y a une connexion qui commence très sérieusement à s'installer entre Mahomes et Rice. Donc voilà, je ne vois pas 10 à 20 points d'avance pour les Chiefs, mais je vois quand même une victoire d'un petit touchdown, ou un peu moins peut-être, sur le terrain des Packers. Écoute, merci beaucoup Greg, ça fait plaisir de te voir. On sait que tu es très très occupé maintenant que
que tu habites à Neuilly à côté d'M6, tout ça. C'est ça. La ville à gloire. C'est ça. Je remercie mon sbire d'ailleurs qui a cliqué sur le lien que vous m'avez envoyé pour me connecter. Un jet privé pour aller au Super Bowl cette année? Ah bah je sais pas. Déjà si j'arrive à en trouver un pour le championnat universitaire, ce sera très bien. Pour le Super Bowl, on verra. Ce sera autre chose. Ça marche. Bon, en tout cas, je vous remercie. On va se dire à la semaine prochaine. Et puis, bon dernier tiers de saison régulière, messieurs. Voilà. Profitez bien et à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao. Salut à tous.